je cours pour moi. C'est-à-dire que je cours pas pour quelqu'un. Je cours pas pour que le coach me voit, je cours pas pour que le préparateur physique me voit. C'est-à-dire je cours pour revenir et être prêt. Parce que parfois il y a des défenseurs qui provoquent les attaquants pour les sortir du match, etc. Et moi souvent je leur dis que parfois en fait ils m'aident en faisant ça. Souvent quand les gens sont blessés, ils sont abattus mentalement. Après ça c'est tout le monde. Mais il faut que cette période-là soit la plus courte possible. Alors oui, j'avais quand même par exemple un exemple comme Drogba en tête qui a percé vraiment sur le tard. Je l'avais, mais j'étais conscient que Drogba, c'était un joueur sur je sais pas combien de millions. Il faut travailler à la hauteur de son rêve. C'est-à-dire que si on rêve grand, il faut travailler, mais grandement. J'ai eu des entraîneurs qui m'ont souvent dit qu'un bon attaquant, c'est quelqu'un qui avait la mémoire courte. Comme les anciens me l'avaient déjà dit depuis petit, tu peux mentir aux gens, mais tu peux pas te mentir à toi-même. Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue dans Au Mental, le podcast qui plonge dans la mentalité des athlètes et un nouvel épisode avec un nouvel invité aujourd'hui qu'on est très content de recevoir, Momo Soumaré. Momo, comment tu vas? Bonjour, je vais très bien, merci. Merci pour l'invitation. Très content d'être ici. Merci à toi d'avoir accepté. Bonjour à Joël et Andy, comment vous allez? On va bien, Ça va hein. super. Comme d'hab. Yes. Très content de t'avoir avec nous, Momo. Merci. J'ai promis des choses. Il nous a beaucoup parlé de cette conversation, il a dit « Non, cette conversation-là, ça va être la meilleure, vous allez voir, tout ça », donc Non, parce que on Momo, est moi, je impatient. sais. On va y venir. On est impatient, on est impatient. Donc, pour te présenter aux personnes qui ne te connaissent pas, donc Momo Soumaré, donc tu vas avoir 28 ans C'est ça. dans quelques jours. C'est ça. Tu es attaquant et tu joues actuellement à la RAL, C'est à ça. la Louvière. Donc, un parcours assez intéressant parce qu'il y a eu des hauts et des bas, Mhm. beaucoup de hauts et des bas, et c'est des choses qui inspirent Mhm. les gens. Donc, formé à Anderlecht, tu as connu beaucoup de blessures pendant ton adolescence, Mhm. départ d'Anderlecht, tu as été en Italie, tu as connu beaucoup de prêts, tu es revenu en Belgique, il y a une période où tu as été sans club, Mhm. tu es reparti de la division 4 Mhm. pour aujourd'hui, avec la Louvière, remonter et reconnaître le monde professionnel, donc la division 2 belge. C'est déjà rien que sur papier comme ça un parcours qui est inspirant, mais je pense que la conversation qu'on va avoir va l'être tout autant. Euh, Première question donc qu'on a l'habitude de poser dans notre podcast. Quelle est ta définition d'un champion? Bah, je pense que comme pour beaucoup de gens, un champion, c'est surtout dans la mentalité en fait. C'est pas forcément le résultat. Je pense qu'il y a des champions qui n'ont pas forcément gagné. Et il y a des gens qui ont gagné qui ne sont pas forcément des champions. Je pense que un champion se résume par de la détermination, de la discipline et surtout par cette rage de vaincre, de vouloir gagner à tout prix. Et, et gagner, c'est pas forcément gagner une coupe ou c'est vraiment les défis, ne serait-ce qu'au quotidien. Par exemple, tu as parlé par exemple, de blessures. Un champion, c'est quelqu'un par exemple, qui fait tout pour revenir à son niveau, qui ne se laisse pas abattre. Et voilà, pour moi, c'est vraiment ça la définition d'un champion, c'est dans l'état d'esprit. Quand tu entends, allez, j'ai énuméré rapidement les grosses lignes, on va dire, de ton parcours. Quand tu entends ces différentes étapes et que tu vois que aujourd'hui, avec ton club, vous avez atteint à nouveau le monde professionnel, qu'est-ce que ça t'inspire, toi? Bah, en réalité, je suis quelqu'un qui vit la chose. Donc, ça veut dire que j'ai pas ce regard extérieur. Je n'ai pas assez d'auteur sur la situation pour avoir vraiment un avis objectif. C'est juste que, voilà, j'ai un parcours qui est le mien. J'ai, Allez, à un certain moment, c'est vrai que j'avais un peu abandonné l'idée du football de haut niveau. Et à un certain moment, je me suis promis à nouveau d'y arriver. Et on va dire que là, en fait, c'est un objectif qui a été atteint. Quand tu parles, et on va revenir hein, sur ton parcours et ces différents moments, quand tu parles de te repromettre, enfin te promettre à nouveau cette
cet objectif du football de haut niveau, euh, est-ce qu'il n'y a pas une crainte de je me repromets quelque chose que j'avais abandonné et donc je vais peut-être être de nouveau déçu? Est-ce qu'il n'y a pas cette prudence supplémentaire parce que tu as eu un rêve, puis tu as abandonné ce rêve et maintenant que ce rêve est de nouveau proche, tu l'approches peut-être avec plus de prudence ou bien c'est la détermination revient et on se dit on y va à 100%? Non, il y a pas d'appréhension parce que je savais dès le départ à quoi m'attendre. C'est-à-dire que je suis réaliste. Je sais, quand je me suis, quand je me suis mis de nouveau pour objectif d'atteindre le monde professionnel, je savais bien que ça serait pas pour devenir millionnaire. Donc, c'était vraiment atteindre ce niveau et, et voilà, revenir, parce que je savais déjà que c'était quelque chose de pas facile. C'est-à-dire qu'en général, on quitte, mais revenir, c'est pas quelque chose d'aisé. Et c'était plus pour ce challenge-là. Et puis maintenant que j'y suis arrivé, en tout cas que je suis à la porte, maintenant c'est de me prouver à moi-même ce que je peux encore faire. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de pression parce que c'est un objectif qui est personnel. Et c'est pas quelque chose que je fais pour le regard des autres. Donc ça veut dire que à partir du moment où je le fais pour moi, personnellement, je n'ai pas, franchement, je n'ai aucune crainte. Ces rêves de football professionnel, ces rêves de traîner au haut niveau, ça commence souvent tôt. Toi, tu as été formé à Anderlecht, C'est ça. donc tu as commencé, tu as fait toutes tes classes à Anderlecht. Je sais pas si vous avez joué ensemble. Moi, je joue Non, ensemble. Vous on joue avez ensemble. dans la même L'un catégorie. contre l'autre, Mm. puis ensemble, ouais. Mm. Ah oui, quand tu étais au Bruxelles d'abord. Basta. Des souvenirs, des goals du milieu de terrain, tout ça. Laisse tomber. Après, je joue avec lui. Qui j'ai a la mis ses chance. goals du milieu de terrain? Lui. Ah. Lui. Après, on a joué ensemble. Mm. Mais c'est à ce moment-là, tu commençais déjà à avoir beaucoup de blessures. Ouais. Mais des belles années, ouais. Yes. Et donc ces rêves de haut niveau, ça arrive vers quoi, le début de l'adolescence, adolescence? Ouais, c'est ça. Je dirais dans l'adolescence. Et tu m'as donné une anecdote, donc que déjà, bon, comme tu l'avais déjà expliqué hein, dans un autre épisode, que à Anderlecht, la culture du haut niveau, on la ressent assez tôt dans la manière dont on vous traite, dans la manière dont on vous accompagne, même dont les parents vous parlent avant les tournois, etc. Euh, tu m'as expliqué aussi que ce rêve du haut niveau, de passer à la télé, etc., il était aussi né du fait de voir des gens comme Lukaku, qui était un peu plus âgé que toi, qui était passé en pro à 16 ans, par exemple. Est-ce que tu peux un peu nous parler de tout ça? Ouais, donc en fait, comme je disais, mais mon rêve vraiment de devenir professionnel, etc., c'est quelque chose qui est arrivé à travers les autres. C'est-à-dire que moi, de base, je jouais au football, je pense comme nous l'avons tous fait. C'était vraiment de jouer, de prendre plaisir. Et à un certain moment, en fait, on voit des gens qu'on connaît, avec qui on s'entend bien, avec qui on a une certaine relation, qui commencent à y arriver. Et là, on se dit, OK, si lui, il l'a fait, ben, j'aimerais bien faire comme lui. Et donc, on va dire que c'est plus par émulation que ça arrive. Mhm. Et à quel point ça change allez, ta mentalité quand tu passes enfin, bon, je te ramène Mm. très loin dans les années, je sais pas si tu t'en souviens bien, mais euh, quand tu passes de je fais du foot parce que voilà, je m'amuse à je fais du foot parce que moi aussi, je me dis que je peux arriver à exploser au plus haut niveau. À quel point ça change dans ta manière de faire les choses, dans ta manière d'approcher, que ce soit même les entraînements, etc., etc. Après, moi, je n'ai pas connu de changement à ce niveau parce que j'ai toujours été quelqu'un qui, une fois que j'arrive sur le terrain, je faisais les choses sérieusement. C'est-à-dire que en fait, je n'avais pas de relâchement au départ pour pouvoir ensuite a- apporter une amélioration, en fait. C'est-à-dire que j'ai toujours été sérieux sur le terrain, j'ai toujours eu une certaine rigueur. Et donc, en fait, l'objectif, c'est quelque chose qui s'est juste rajouté à ce que je faisais déjà, en fait. Mhm. Donc, il n'y a pas eu de pression particulière, il n'y a pas eu non plus de changement d'attitude. C'est juste que l'objectif est arrivé et que quand je regardais, par exemple, un match de foot à la télé, c'était différent.
C'est-à-dire qu'au début, je le regardais vraiment comme un spectateur neutre. Et à partir d'un certain moment, je regarde et je me dis, par exemple, quand je vois un stade vibrer après un goal, je me dis, ah ouais, j'aimerais bien moi aussi ressentir cette sensation-là. Mhm. C'est plus de cette manière-là que ça change. Mais ça ne m'a pas changé en fait sur le terrain. Tu disais tout à l'heure que ton rêve, il s'est aussi construit par rapport aux autres, c'est-à-dire ben, les gens que tu as vus, etc. Est-ce qu'il s'est aussi construit par rapport à ce que d'autres personnes pouvaient te dire, c'est-à-dire en voyant ton talent, en voyant ben, déjà le fait d'être à Anderlecht, de commencer à Anderlecht, qui est historiquement le plus grand club de Belgique, etc. Est-ce que ça, la manière dont les autres te parlaient de ce que tu faisais, de la position dans laquelle tu étais, est-ce que ça amplifiait aussi ce rêve en toi? Oui, je pense que ça avait quand même une part aussi dans ce rêve-là. Le fait que, le fait que les gens voient en moi un potentiel justement pour y arriver, je pense que c'est aussi quelque chose qui a joué. Je pense que si les gens ne croyaient pas en moi, je pense que ce rêve-là aurait été moindre. Après, je ne sais même pas si j'aurais eu ce rêve, en fait. C'est vrai que ça se passe aussi à travers les gens qui, on va dire, qui te donnent de la force, qui, qui espèrent pour toi. C'est-à-dire qui te voient et par exemple, qui vont te dire, bah, j'espère que toi aussi, je vais te voir bientôt. Bientôt, ça sera toi à la place d'un tel, etc. Et c'est quelque chose ouais, qui a assurément joué aussi. Andy, tu parlais donc de cette période-là et tu as évoqué ben, les blessures. Mhm. Toi, tu m'as dit que tu as connu ça assez tôt, Mhm. un enchaînement de blessures, dont une malformation naturelle, C'est ça. tu m'as dit. C'est Ouais. excuse-moi, c'est quoi la malformation? C'est une spondylolyse. Ah, ouais, du dos. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, entre tes 13 ans et 17 ans, C'est ça. si je me rappelle bien, euh, est-ce que tu peux me parler un petit peu de cette période-là? C'est-à-dire ben, le fait que sportivement, tu restes quelqu'un allez, qui a un gros potentiel et que les gens voient comme un futur gros talent, et que à la fois ben, ton corps subisse ces blessures-là et la dynamique que ça crée en toi. Après, c'était frustrant. C'était frustrant parce que c'était des blessures qui, en tout cas, moi, de mon point de vue, c'est des choses auxquelles je ne pouvais pas grand-chose. Par exemple, la première blessure, justement, c'est dû à cette malformation-là, au dos. Donc, je suis arrêté pendant 3 mois. Et pendant 3 mois, en fait, on ne sait pas ce que j'ai. C'est-à-dire que j'ai des douleurs. À un certain moment, je suis bloqué. J'arrive pas vraiment à me mouvoir, mais on ne sait pas ce que j'ai. Et c'est frustrant, en fait. Parce que toi, tu as faim de terrain, tu as faim de ballon, tu es blessé, tu vois les autres jouer, parfois tu assistes au match, tu viens, mais tu côtoies tes coéquipiers que dans le vestiaire. Plus en dehors du vestiaire, sur le terrain, dans le bus. Il y a plus vraiment cette proximité-là. Tu passes vraiment ton temps dans la salle de kiné avec les kinés. Et ça, c'est quelque chose de frustrant. Et d'autant plus que lorsque tu reviens et que tu arrives à revenir d'une blessure et que tu arrives à revenir vraiment en forme, dans un bon état et que tu réenchaînes derrière une autre blessure qui est aussi d'une longue durée, que tu refais tout le processus de récupération et que tu reviens et que tu arrives de nouveau à revenir avec un bon niveau et que tu rebelotes. Franchement, c'est quelque chose de frustrant. Après, moi, ce qui m'a aidé, c'est que, comme je le disais avant, je suis quelqu'un qui vit les choses. Se dire que une fois que je suis blessé, bah, je suis blessé. Se dire que maintenant que je suis blessé, c'est tout faire pour récupérer. Se dire que je commence pas à penser, ah oui, mais si j'étais pas blessé, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça. Et je pense que moi, c'est ce qui m'a toujours aidé, je pense. C'est quelque chose de naturel ou c'est quelque chose que tu as dû développer parce que tu vivais des situations dans lesquelles tu n'avais aucun pouvoir? Franchement, c'est quelque chose, je dirais, de naturel parce que c'est pas quelque chose que j'ai forcément cultivé. C'est quelque chose qui a été là depuis ma première blessure, en fait. Donc, il n'y a pas vraiment eu un moment où j'ai pris conscience de quelque chose. Ça s'est toujours fait comme ça. Et après, si on peut dire
allez, si je peux dire à un certain moment que j'ai fait un certain travail dans ce sens-là, c'est plus dans le sens où, par exemple, en grandissant, je cherchais quand même à me discipliner. C'est-à-dire que j'ai toujours cherché à me discipliner. Par exemple, en primaire, j'étais souvent dans les mauvais coups et tout ça. Et donc, euh, et donc en grandissant, je mettais quand même un point d'honneur à être plus discipliné. Peut-être que ça peut aussi venir de là. Et du coup, cette mentalité, enfin cette capacité à vivre le moment et ne penser qu'à ce moment-là et aux objectifs de ce moment, euh, est-ce que tu penses que, enfin, quel impact tu penses ça a eu sur bah, le fait, par exemple, de revenir plus fort à chaque fois? Est-ce que, euh, est-ce que tu penses que si tu avais, parce que bon, on connaît les blessures, et peut-être que ça t'est arrivé à un certain moment en les enchaînant, il peut y avoir de la frustration, on peut être fâché contre la vie, fâché contre trouver d'autres circonstances. Est-ce que tu penses que cette capacité à rester focalisé sur la situation et uniquement sur la situation t'a aidé peut-être à te remettre sur pied plus vite et à revenir plus fort à chaque fois? Oui, certainement. Parce que souvent, pour l'avoir déjà observé chez d'autres joueurs, c'est que souvent, quand les gens sont blessés, ils sont abattus mentalement. Après, ça, c'est tout le monde. Mais il faut que cette période-là soit la plus courte possible. Et quand elle est longue, en fait, ça veut dire que souvent, quand tu es blessé, les premiers jours, les premières semaines sont très importants, en fait. Et donc, les gens qui se laissent abattre pendant un certain laps de temps, bah, ils perdent ce temps-là qui est précieux. Et donc, ça veut dire qu'après, ils courent, entre guillemets, derrière quelque chose qu'ils ne peuvent pas rattraper. Et donc, souvent, c'est là que souvent arrivent des complications et que parfois des rechutes. Et donc, tu reviens, mais à un niveau. Et comme en fait, tu pars déjà, entre guillemets, défaitiste, une fois que tu reviens sur le terrain et que tu n'as pas tout de suite les habilités que tu avais avant de te blesser, ce qui est normal, ben, tu reprends un coup, en fait. C'est-à-dire, tu reprends un coup. Et donc, c'est souvent ces choses-là qui freinent les gens qui sont blessés. Ça se passe dans la tête, en fait. Mhm, Et pour aussi avoir parlé avec des kinés, c'est quelque chose de réel. C'est-à-dire qu'entre une personne qui a ce côté un peu téméraire et la personne qui est frileuse, eh ben, leur, euh, ils ne vont pas avoir les mêmes délais pour se remettre d'une même blessure. mhm, Mais toi, cette, on va dire, t'as cette habilité naturelle à te focaliser sur la situation, Mm. ce qui te permet de récupérer plus vite en cas de blessure. Mais pour les athlètes ou les joueurs qui n'ont pas cette habilité naturelle, qu'est-ce que toi tu conseillerais, ou que ce soit chez l'athlète ou dans son entourage, etc., ou dans le staff qui l'accompagne, qu'est-ce que toi tu conseillerais pour permettre à un athlète d'aller plus vite dans la récupération? Bah, je dirais, comme justement tu parles d'entourage, c'est quelque chose, je pense, de très important. Et justement, dans ce genre de cas, c'est avoir les personnes autour de toi qui vont justement te booster, qui vont te faire relativiser sur la situation. Mm. Elle est arrivée, elle est arrivée. On peut plus la changer. Donc maintenant, c'est faire en sorte c'est faire en sorte de s'en sortir. Et donc, oui, il faut. Après, aujourd'hui, par exemple, je sais il y a beaucoup je sais pas comment on appelle ça, des coachs, Mentaux? ouais, voilà, Ouais, des coachs mentaux ouais. qui accompagnent les sportifs. Et Mhm. je pense que là, ils peuvent jouer un rôle très important. Ouais. Parce que, en tout cas, c'est quelque chose d'important et ça se passe au niveau vraiment de la tête. Donc, tu as besoin d'un entourage qui C'est va vrai. vraiment t'aider à relativiser. Et donc, si ton entourage n'est pas assez compétent, n'a pas les mots justes, alors oui, je pense qu'il faut se tourner vers des professionnels. T'as totalement raison. Et en fait, ça fait écho à des conversations qu'on a déjà eues dans d'autres podcasts. C'est vraiment le fait de bien sélectionner son entourage, déjà de base, que ce soit le staff professionnel ou l'entourage personnel dans la vie privée, pour justement prévenir ce genre de moments et déjà avoir un entourage qui est là pour toi, quoi. En fait, le soutien social, c'est vraiment hyper important dans ce genre mhm, de situation. mhm. Ouais. Et toi, donc, tu m'avais dit, hein, donc, à chaque blessure, tu arrivais à revenir encore plus fort.
Comment ça se fait selon toi? Que tu es arrivé à revenir encore plus fort, c'est-à-dire pas juste au même niveau, mais vraiment tu es meilleur après à ton retour. J'irai même plus loin, si je peux intervenir. C'est parce que moi, quand je t'ai vu avec ta première blessure, je pense qu'on avait 14 15 ans, je t'ai vu en RP de courir autour du terrain à une vitesse assez relativement élevée. Et tu faisais des tours de terrain enfin, je vais pas dire dans le vide, mais tu les faisais chaque jour. Donc chaque jour, la même routine. Tu courais, tu courais. C'est une image que j'ai beaucoup regardée moi, dans ma carrière, vu que j'avais des blessures. Et comme il disait, comment tu arrivais à chaque fois, à chaque blessure, à peut-être augmenter même ce rythme-là et à chaque fois avoir cette même routine. Et pire, des fois, tu le faisais 2 fois par jour. Et comment ça se fait que tu arrives à avoir ce mindset-là et te dire non, à chaque fois que je vais me blesser, ben, je vais être encore plus fort que la première blessure. En fait, c'est de la détermination. Se dire que moi, de base, j'aime pas courir. Je sais, c'est pour ça que je te pose la question. De base, j'aime pas courir, mais je suis blessé. Je sais que au niveau de la condition, je suis vraiment au niveau zéro. Et je sais que je dois atteindre, pour revenir, je sais que la condition physique va jouer aussi un rôle important. Et donc, quand je vais courir, en fait, je cours pour moi. C'est-à-dire que je cours pas pour quelqu'un. Je cours pas pour que le coach me voit. Je cours pas pour que le préparateur physique me voit. C'est-à-dire je cours pour revenir et être prêt. Et c'est-à-dire que quand je cours, parfois je sais que je me motive en visualisant, par exemple, des situations de match. Mm. C'est-à-dire que je ne suis pas encore apte à, à reproduire ces situations-là, mais je me mets dans des situations, par exemple, où je vais arriver, je vais dribbler, je vais marquer. Ouais. Et se dire que je vais courir avec ce genre de pensée, d'image dans ma tête. Et c'est quelque chose qui me galvanisait, en fait. Mm. Est-ce Donc, que excuse-moi, je t'ai coupé? non, non. Est-ce que quand tu avais ces images en tête, quand tu visualisais ces situations, est-ce que, donc tu as dit ça te galvanisait, est-ce que tu sentais émotionnellement, enfin, est-ce que tu te projetais émotionnellement dans le match, avec les émotions du match, avec les émotions de ce but, etc. Et tu avais ce moteur-là en plus? Ouais, ouais, c'était vraiment un moteur en plus, hein. Par exemple, parfois, je courais et puis je fatiguais un peu. Et puis je me mettais dans une situation où, par exemple, j'allais marquer ou j'allais faire une action importante. Et je sentais que mon rythme, il accélérait. Mhm, C'est-à-dire que mon rythme, il accélérait et j'étais pas forcément plus fatigué. mhm. Et donc, c'est quelque chose que je fais encore aujourd'hui. C'est-à-dire que quand je vais courir et que c'est un peu dur, parfois je me perds dans des pensées, dans des situations de match ou des situations qui pourraient m'arriver sur un terrain. Et, et ça me permet en fait de mettre le focus sur autre chose que ce que je suis en train de faire et qui est pénible. En en tant que coéquipier, quand tu vois bah, des gars qui ont ce genre de discipline, ce genre de détermination, ça t'influence? Est-ce que ça se ressent aussi dans le groupe? Est-ce que ça vous tire tous vers le haut? Ouais, fort, hein. Ben, comme j'ai dit, moi, tu m'as inspiré depuis, parce que moi, j'ai eu aussi beaucoup de blessures. J'ai commencé à avoir des blessures après toi, Mm. peut-être, ou peut-être un peu au même moment, donc ça m'a inspiré. Et moi, comme je suis comme toi, j'aimais pas courir. Donc, je savais qu'il y avait un but derrière ça. Et en fait, nous, bah, à un moment, il a souvent été capitaine dans les équipes, sinon vice-capitaine. Et ça faisait partie de son tempérament, de son caractère. Et je me souviens d'un match où vraiment, là, tu m'as montré ta personnalité. Je pense que tu vas t'en souvenir quand on était parti jouer contre le Standard, Mm. en U17, je pense, ou U19. Et on arrive au stade du Standard, au centre de formation du Standard, et il y a le gardien. Et tu lui poses la question, on joue sur quel terrain? Et il te répond pas. Et tu lui dis, je vais te mettre 2 buts aujourd'hui. Et tu marques les 2 buts. Tu te souviens? Ouais, je me Et tu marques souviens. les 2 buts et on gagne 2-0 ce match-là. Et en fait, ça, c'est vraiment mon mot. C'est vraiment comme ça. Et en fait, si tu veux, naturellement, il va te tirer sur le terrain, il va te tirer, il va t'emmener à un niveau que peut-être tu n'aurais pas eu s'il n'était pas là. Et ce match-là, ouais, on gagne 2-0. Je pense qu'on fait tous un gros match. Et principalement parce qu'il était là, tu vois. Et en fait, à ce match-là, tu revenais aussi d'une blessure Mm. quelques semaines avant, Yes. ou même une semaine avant ou Mm. deux. Et donc, en fait, on sentait directement le changement, et même dans le sérieux des entraînements, tu vois. En fait, il était un peu. Tu sais, il y a des coachs comme ça, ils ont des joueurs qui peuvent pas enlever et sur lesquels ils vont se fier, et il faisait partie de ces joueurs-là.
quand on est dans des gros tournois, etc., zéro peur. Tu sais, on a joué contre des Barça, contre des PSG, etc. Il y a, tu sais, Kimpembe que tu vois aujourd'hui, moi je peux te dire une anecdote, Momo, tête contre tête, il la regarde droit dans les yeux, tu vois, aucune peur. Et pourtant, on pourrait dire, ouais, mais c'est le PSG, etc. Le zéro peur, et souvent, il nous emmenait avec lui et ça faisait du bien. Ça faisait du bien. Mais c'est intéressant cette anecdote du gardien. Ben, j'aimerais bien du coup l'entendre de ta bouche à toi et de ta vision à toi. Si tu t'en rappelles aussi bien que Andy. Parce on connaît beaucoup de sportifs. Bon, il y a les grands exemples comme Michael Jordan qui était piqué par ce que les adversaires pouvaient dire, ce que les journalistes pouvaient dire et ça leur donnait une motivation supplémentaire. Comment tu as vécu du coup cette petite interaction et qu'est-ce que ça a créé en toi? En fait, moi, je dirais que j'ai un peu une mentalité euh, de sportif, de sport individuel, et que je joue dans un sport collectif. C'est-à-dire que, par exemple, quand on arrive là et que, pour moi, il nous toisait un peu, tu vois. Et donc, ça veut dire que moi, tout de suite, la réaction, c'est OK, on va voir sur le terrain. Parce qu'en vrai, on est venu pour ça. Donc, tu sais, c'est un peu cette mentalité, comme je le disais, en fait, de sportif, de sport individuel. Donc, ça veut dire que, OK, ça va se passer entre toi et moi. En plus, c'est le gardien. Donc, si je veux marquer, c'est bien lui que je dois battre. Et donc, c'est dans ce sens-là. Et en plus, déjà, ça restait un derby. Ça veut dire que c'est Standard Anderlecht. On arrive, il y a déjà cette motivation peut-être supplémentaire. Et le fait d'arriver là et d'être accueilli de la sorte, moi, ça me motive encore plus. Ça me motive plus. C'est même pas que ça m'énerve, c'est vraiment que ça me motive. C'est-à-dire qu'on va aller sur le terrain, on va voir. Et comme souvent, j'ai l'habitude de le dire, sur le terrain, on va voir où je suis nul, où je suis fort. Mhm. C'est-à-dire que, comme on dit souvent, le terrain ne ment pas. Et donc, je rentre sur le terrain souvent avec cette mentalité-là. Et souvent, et parfois, je le dis à des défenseurs que j'ai déjà affrontés, parce que parfois, il y a des défenseurs qui provoquent les attaquants pour les sortir du match, etc. Et moi, souvent, je leur dis que parfois, en fait, ils m'aident en faisant ça. C'est-à-dire que le fait de me provoquer, moi, ça va Ça te m'aider. chauffe. Exactement. Ouais. C'est-à-dire que parfois, je ne suis pas forcément dans le match et ça me frustre parce que j'arrive pas à rentrer dans mon match. Et le fait qu'il fasse ça, en fait, il me met tout de Il suite te dans mon lance match. un défi, en fait. Ouais, c'est ça. Et c'est intéressant parce que il y a enfin, ces situations qui peuvent te motiver, mais t'as précisé, t'as dit ça, c'est même pas que ça m'énerve, c'est que ça me motive. Est-ce que tu dois faire en sorte de gérer tes émotions pour pas arriver dans l'énervement et donc ne pas savoir contrôler cette énergie que ce genre d'interaction crée? Est-ce que c'est quelque chose qui t'est déjà arrivé bah voilà, les provocations, bah ça t'énerve plus que ça te motive? C'est quelque chose qui t'est déjà arrivé? Ah, c'est déjà arrivé. En fait, plus jeune, j'étais justement parfois justement un peu trop sur l'énervement. Et d'où le fait que je disais auparavant que justement, j'essayais de me discipliner. Et justement, ça faisait partie justement de mon axe d'amélioration. C'était vraiment de laisser cette colère que je pouvais avoir. Parce qu'en fait, moi, avant, quand je montais sur le terrain, j'étais une autre personne. C'est-à-dire que dans la vie, j'étais calme, j'étais tranquille. Mais sur le terrain, je vais pas dire que j'étais agité, mais j'étais vraiment j'étais tendu. Là, on dit, tu as acquiescé là. Ouais, ça veut dire Ah, que j'étais tendu. Et pour des choses vraiment très, très légères, je pouvais m'énerver. Et ça veut dire que. Mais j'étais aussi conscient que dans mon énervement, je ne pouvais pas non plus essuyer mes gonds sur les gens. Et donc, ça veut dire que c'est un énervement que parfois je gardais pour moi, mais après, je pense qu'il était visible quand même d'un point de vue extérieur. Et c'est quelque chose aussi ouais, qui pouvait peut-être jouer contre moi. Et donc, au fur et à mesure, c'était justement transformer cet énervement en motivation. Mais Et comment comment t'as tu. fait? Oh, excuse-moi, j'avais Ouais. posé la même question. Comment t'as fait, en fait, pour... Bah après, je dirais que c'est quelque chose qui se fait au quotidien. C'est quelque chose qui se fait au quotidien. Quand je dis que il y a des choses qui m'énervaient sur un terrain, il y a des choses qui m'énervaient aussi dans la dans vie. la vie de tous les jours, ouais. Et c'était justement, c'était devenir. En fait, j'étais dans une idée vraiment de m'améliorer. C'est-à-dire que j'étais conscient.
En fait, moi, la chance que je pense que j'ai toujours eue, c'est que j'étais conscient. Ok. C'est-à-dire que j'étais conscient que, par exemple, dans ce genre de situation, je peux pas m'énerver comme ça. Hmm. Je peux pas arriver, par exemple, sur le terrain, il y a que moi qui m'énerve. Les autres s'énervent pas, par exemple. Ouais. Et donc, c'est quelque chose qui se fait vraiment au quotidien. C'est vraiment devenir. En fait, au-delà de devenir un meilleur sportif, un meilleur footballeur, c'était d'être une meilleure personne, en Personne, ouais, fait. exact. Est-ce qu'il y avait des petites phrases que, ben, par exemple, quand ces situations arrivaient et que tu étais déjà dans cette conscience qu'il fallait t'améliorer sur ces points d'énervement, est-ce qu'il y a des phrases, par exemple, qui t'aidaient à te remettre au bon niveau? Est-ce que c'était des images? Est-ce qu'il y avait quelque chose on va dire, concret sur les matchs qui permettait de revenir à un niveau de calme relatif? Non, pas vraiment. Comme j'ai dit, c'était vraiment quelque chose qui se faisait vraiment au quotidien. Mhm. C'était vraiment dans la vie de tous les jours, tout le temps. Et ensuite, bien sûr, une fois que j'arrivais à passer certains caps, ça se voyait sur le terrain aussi. Yes. Je vais revenir sur la notion de sortir quelqu'un de son match. Mm. Donc, tu as parlé de ça, que certains défenseurs essayent de le faire. À quel point le jeu mental est important sur le terrain? Parce que, bah, comme avec l'exemple du gardien, tu lui dis, je vais te mettre 2 buts. Je pense que c'est pour aussi faire rentrer quelque chose dans sa tête. À quel point c'est important ce jeu mental sur le terrain et comment est-ce que toi tu l'utilises face à tes adversaires? En fait, moi, je suis pas quelqu'un qui. Je ne suis pas dans l'offensif dans ce genre de choses. C'est-à-dire que je vais pas arriver et provoquer un défenseur, par exemple, ou un milieu de terrain. Mais c'est-à-dire que dès qu'il y aurait une attaque, entre guillemets, une attaque envers moi, là, je répondrai tout de suite. C'est-à-dire que ça aussi, c'est un tempérament. C'est-à-dire que je vais pas me cacher. Par exemple, le défenseur qui va essayer de me sortir de mon match, par exemple, s'il joue avec deux centraux, je vais pas aller jouer plus sur l'autre central pour l'éviter. Bien au contraire. C'est-à-dire que je vais rentrer un peu dans un combat, dans un duel mental avec lui, quoi. Et Mhm. se dire que je vais tout de suite lui montrer que il y aura rien pour lui. Donc tu veux lui montrer que même dans ce match-là, c'est lui qui va perdre, quoi. Ouais, c'est ça. Ça Ouais. veut dire que ça veut dire qu'il a commencé quelque chose il a commencé un jeu et dans ce jeu-là, je peux être meilleur que lui. Mhm. Et je pense même que le fait de dire au gardien, je vais te mettre 2 goals, ou alors je vais t'en mettre 2, c'est aussi que en même temps, il promet quelque chose et je pense que tu es quelqu'un de parole. Mm. Et donc, tu vas t'obliger à tenir cette parole. En tout cas, moi, à l'époque, quand je jouais encore, j'aimais bien dire à mes frères, envoyer un message et leur dire, ouais, aujourd'hui, je serai le meilleur joueur sur le terrain. En fait, c'est juste pour m'obliger à tenir cette parole et tout donner pour le faire, tu vois. Mm. Je suis sûr que tu es, comme ça Ouais, aussi. bien sûr. C'est pour ça que parfois, j'aime pas justement parler parce que une fois que je parle, il faut. Il faut le faire. Assumer. Ouais, c'est ça, il faut que j'assume. Si par exemple, je dis que je vais marquer, il faut que je fasse tout pour marquer. Mhm. Il faut que je sorte du terrain, que si j'ai pas marqué, au moins que vraiment j'ai tout fait ou que j'ai vraiment rien eu à me mettre sous la dent. Ouais. Mm. Mais pas, en fait, pas parler pour parler. Ouais. En tant que compétiteur et en tant qu'attaquant, est-ce que ça t'est déjà arrivé de que ton équipe gagne un match, mais que tu sortes déçu parce que t'as pas réussi ton objectif, donc peut-être de marquer ou quelque chose comme ça? Ah, bien sûr, c'est quelque chose qui est arrivé. Parfois, il est même déjà arrivé qu'on sorte d'un match avec, par exemple, 4-0, 4-1, et que je sorte vraiment frustré à un tel point que je ne savoure même pas la victoire, en fait. Parce que pour moi, parfois même, j'en viens à me dire que c'est la victoire de l'équipe, mais pas vraiment la mienne. Pourquoi? Parce que comme tu l'as dit avant, les objectifs n'ont pas été atteints. Ouais, j'ai pas été, par exemple, peut-être que j'ai eu une situation dans le match que je n'ai pas bien exploité. Et se dire que je reste vraiment sur cette situation d'échec. Et alors, ça donne un peu ça donne le ton sur mon après-match. Mais Vas-y, ah vas-y. ouais. Non, mais je disais, j'apprécie beaucoup ta franchise parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont un peu avoir ce côté, oui, c'est l'équipe qui a gagné, c'est important, etc. Et en fait, toi, tu as la franchise de dire, ouais, l'équipe a gagné,
Mais quand c'est la victoire de l'équipe, ça me frustre un peu parce que parfois, il y a certains objectifs que j'ai pas atteints. Et j'ai l'impression que ce côté un peu égoïste, c'est important aussi pour garder cet esprit compétitif, pour soi-même performer. Mais je sais pas ce que tu en penses. Moi, je dirais que c'est quelque chose à double tranchant. C'est-à-dire que souvent, moi, je me rappelle, j'ai eu des entraîneurs qui m'ont souvent dit qu'un bon attaquant, c'est quelqu'un qui avait la mémoire courte. C'est-à-dire que, par exemple, tu rates une occasion, ça y est, tu l'as raté, c'est fini. Tu peux plus rien faire, donc tu l'oublies et tu passes à autre chose. Mm. Et par exemple, pour donner une illustration, Haaland est comme ça. Haaland, Ok. parfois, il te rate de grosses occasions, et puis ça y est, c'est fini. Tu vois que c'est quelque chose qui ne l'impacte pas dans la suite de son match. Mm. Ça y est, il a raté, c'est fini. Et après, le fait aussi de rester focalisé sur une action loupée, c'est quelque chose qui, je pense, dépend des personnalités, mais c'est quelque chose qui peut aussi te donner un plus, qui peut t'aider à te dépasser. Peut-être que tu donnais, je sais pas moi, 100, peut-être que tu vas vouloir donner encore plus que le 100 Mm. pour justement effacer Exact. Éviter les erreurs du passé, quoi. exactement. Ouais, Ou pour même effacer la situation d'échec, en fait. ouais. Je dirais que ça dépend vraiment des personnalités. Mais en tout cas, c'est quelque chose à double tranchant. Parce que parfois, trop rester focalisé sur un échec, ça peut te plomber ton match. C'est clair. Et c'est super intéressant ce que tu dis. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as dû travailler grâce à ce que des entraîneurs t'ont dit, ce côté j'ai la mémoire courte, je ne me laisse pas impacter par une action ratée, par un face-à-face manqué, etc. Est-ce que tu as dû le travailler? Et si oui, comment tu l'as fait? Ouais, c'est quelque chose que j'ai dû travailler. Et ça, par contre, c'est quelque chose que je travaille encore. Parce que parfois, justement, ça me frustre. Même à l'entraînement, parfois, je vais rater un truc et ça va me frustrer. C'est-à-dire que même après, même si, par exemple, je réussis deux, trois actions derrière, mais je vais toujours rester bloqué sur l'action d'avant, du début d'entraînement ou du début de match que j'avais loupé. Et ça veut dire que parfois, justement, ça crée aussi ça a un impact sur ton humeur. Et comme on sait que l'humeur peut influencer la performance, c'est quelque chose que, encore aujourd'hui, que, que j'essaie de travailler. Est-ce que ça te... Est-ce que parfois ça te crispe à faire d'autres actions? Est-ce que tu te dis, ah là, je viens de rater 2 actions, vas-y, je vais pas prendre trop de risques parce que j'ai pas encore envie d'en rater une troisième et ça va encore plus me frustrer? Ou est-ce que tu te dis, justement, il faut que... Enfin, je te laisse répondre en Mm. vrai. Je te laisse répondre à la question. Bah, je dirais que plutôt quand j'étais jeune, je me rappelle que quand j'étais petit, c'est des choses qui m'étaient déjà arrivées. Ok. Que par exemple, je rate plusieurs grosses occasions et qu'après, je suis dans un état d'esprit où j'ai presque plus envie de me recréer une grosse occasion pour ne pas la manquer Ouais. aussi. Mais justement, en grandissant, c'est quelque chose justement aussi que je dirais même pas que je travaille, ça c'est quelque chose que je combats. Ok. C'est-à-dire que parfois, je peux me retrouver aujourd'hui dans une situation où j'ai raté une grosse occasion, ou peut-être que ma première idée, justement, ça va être peut-être que vaut mieux pas que j'en loupe une Ouais. deuxième de la sorte, donc peut-être vaut mieux pas me retrouver dans telle situation. Mais aujourd'hui, je combats ce truc-là. C'est-à-dire que dès que une idée comme ça arrive dans ma tête, eh ben, je vais tout faire pour me recréer justement Ouais. la situation. C'est-à-dire que dans ce cas précis, c'est vraiment quelque chose que je combats. C'est-à-dire que dès que l'idée me traverse l'esprit, Tu eh ben, l'as. Ouais. je dois justement la Une combattre action directe, quoi. directement. Ouais. Ça me fait penser à l'idée de combattre ses peurs un peu. Genre, Exactement, ouais. le courage d'aller affronter vraiment tes doutes, tu vois. Mm. Et en fait, c'est drôle parce qu'un footballeur, il doit le faire sur 90 minutes. Ouais. C'est-à-dire que des situations comme ça, tu en as peut-être trois sur un même match, dans trois situations différentes, trois contextes différents. Mm. Parfois la victoire, parfois le match nul, parfois la défaite. Et vraiment, c'est une histoire, entre guillemets, d'une courte vie sur 90 minutes, tu vois. Ouais, c'est ça. Et c'est un truc de dingue parce que moi, je l'ai vécu et je le vis, enfin, je le Mm. vivais tout le temps. Et c'est peut-être à chaque match. Ouais, Chaque c'est ça. match. C'est ça. Vraiment se forcer à aller chercher ce truc que t'as pas envie de faire. Exactement. Mais c'est pas facile. Ouais, c'est pas facile, mais c'est quelque chose qui, je pense, qui peut se cultiver. Ouais, C'est aussi une manière de refuser l'échec, en fait. ouais. Hmm. C'est, par exemple, je sais pas, dans un décrochage, le défenseur a réussi, par exemple, à dévier le ballon. J'ai pas réussi à caler le ballon. Et ben,
tout de suite après, j'ai envie qu'on me remette dans la même situation, que je réussisse Ouais. en fait mon action. Ouais. Donc c'est vraiment, justement, comme tu as dit, je pense qu'on peut même le dire, hein, c'est un peu combattre ses peurs. Mm. En tout cas, c'est combattre l'échec, son échec en tout cas personnel. Et c'est quelque chose qui est important pour moi. Est-ce qu'il y a une pression particulière au fait de jouer au poste d'attaquant? Ouais, bien sûr. Et comme, surtout, en fait, une fois arrivé dans le football d'adulte, comme j'appelle, dans le football entre guillemets qui compte, tu t'en rends encore plus compte. C'est-à-dire que, par exemple, justement, parfois, tu arrives dans un match où peut-être vous n'avez qu'une occasion. C'est toi qui as l'occasion. C'est-à-dire que, entre guillemets, tu as le destin en tout cas sur ce match-là, de l'équipe entre tes pieds. Donc, par exemple, tu sors d'un match où tu as raté la seule occasion du match. Tu es conscient que c'est toi qui as eu la seule occasion et que tu n'as pas marqué. Mais tout le monde a vu que c'est toi qui as eu cette occasion-là. Et donc, c'est quelque chose qui peut être difficile. Parce que quand tu marques, tu es le héros. Mais quand tu ne marques pas, tu peux vite être, entre guillemets, l'ennemi. Un peu la cause, justement, de cette non-victoire ou de cette défaite. Ça me fait penser justement, bon, enfin, de toute façon, c'est pas quelque chose de négatif, mais à l'Inter face à City en finale de Ligue des Champions, Avec Lukaku. où Lukaku. Non, non, c'était pas celle-là. C'est quel match où il rentre en cours de jeu et il rate quelques occasions et que tout le monde met la faute de la défaite sur lui? C'était ce match-là. C'est ce match-là, c'était Ouais. pas. Enfin, je pense peut-être un match de Ouais, il y a l'équipe. aussi, J'ai pas envie de, il y en pas a envie de dire aussi qu'il y en a eu plusieurs, tu un vois, avec, mais... avec l'équipe nationale. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est à celui que je parle. Ah oui, À oui, celui-là oui, que je je Avec me pense, l'équipe souviens, ouais, ouais. nationale, où à il était l'Euro blessé, ou à la Coupe du d'ailleurs. Monde. Voilà, Ouais. c'est ça. Il C'est était ça. Ouais, c'est vrai, blessé, c'est il vrai. fait tout pour On lui a revenir. tiré dessus. Où il arrive, c'est ça. C'est Il ça. rate des situations que d'ailleurs que personne ne se serait créé. Ouais. Il n'y avait que lui pour se créer ce genre de situation-là. Et pour moi, il a fait le geste juste à plusieurs reprises. Il n'a pas marqué. Et là, beaucoup de gens lui sont tombés dessus. Je Et, dirais même qu'il y a des occasions où les gens disent que c'était facile de la mettre ou c'était exactement. très... En fait, Exactement. C'est tu vois, ça. et ça, c'est la difficulté, c'est qu'on joue beaucoup devant des gens qui sont juste spectateurs, qui n'ont pas la réalité du terrain. Mais il y a plein de paramètres à prendre en compte, hein. Vitesse du ballon, Mm. comment il arrive dans le ballon, la trajectoire, si elle vient sur son bon ou mauvais C'est un petit pied. rebond, En fait, tout simplement, totalement. Exactement. s'il a Ouais. fait un sprint juste avant d'arriver dans le rectangle, tu vois. Exactement. Et personne ne prend ça en compte. Et moi, j'ai vu des situations, enfin, sur Twitter, comment vous savez comment c'est, hein. Ah non, il est nul, nanana, alors que, je vous jure, 9 fois sur 10, tout le monde la C'est rate. ça. Et en plus, enfin, moi, ce qui m'a surtout. Enfin, avec quoi j'étais vraiment en désaccord, c'est que la Belgique a perdu à cause de lui. Ouais. La Belgique a été éliminée à cause de lui. Mm. Mais je disais, mais il y a quand même des gens qui étaient sur le terrain Bien avec sûr. lui, qui ne se sont pas créés ces occasions, comme tu as Exactement. dit, et qui n'ont même pas pu rater ces occasions parce qu'elles elles sont pas mises dans cette position-là. Mm. Mais malgré tout, c'est juste ça qu'on voit. Exactement. C'est un peu, il y a un peu une ingratitude dans ce Ah, c'est ça. poste. Clairement. C'est comme quand les joueurs qui tirent les pénaltys qui les ratent. Et pour Exactement. rater, il faut avoir tiré, tu vois. Exactement. Mais souvent, c'est sur eux qu'on va tirer. Allez, moi, j'ai vu, tu sais, Modric, il a raté son pénalty avant Mm. contre City. Mais j'ai vu des commentaires. Mm. Ah, Modric, nana, il termine mal sa carrière au Real. Et tu te dis, mais. Allez, il en a marqué tellement que ça aurait pu vraiment entacher toute une legacy qu'il avait faite, qu'il avait construite au Real Madrid. Alors S'il qu'il n'avait s'est pas avancé gagné. pour tirer un Ouais, penalty. ouais, c'est Et ça. devant allez, 80 000 personnes, c'est chaud. Ouais. C'est chaud. Tu vois, c'est vraiment c'est très dur. C'est très dur. Et surtout il faut aussi se rendre compte que les joueurs, ils sont conscients. Ils sont conscients des enjeux. Parce Bien que sûr. parfois, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de gens qui commentent le football. Et en fait, aujourd'hui, justement, ça s'est démocratisé. C'est bien et c'est pas bien. Parce que n'importe qui peut donner son avis. Comme Mm. tu as dit, la plupart des personnes qui vont émettre des avis, c'est des gens qui n'ont jamais joué. Ouais. Mm. Ne serait-ce qu'un match vraiment en jeu, même si c'est pas un haut niveau, même si c'est un bas niveau, jouer un match en jeu, ils ne l'ont jamais fait. Mm. Ils ne savent pas ce que c'est. Mais le joueur Modric, quand il s'avance pour tirer son penalty, il sait très bien. Mm. Il sait qu'il est devant 80 000 personnes. Il sait qu'il y a je ne sais pas combien de millions de téléspectateurs. Il sait que c'est pour apporter un trophée à son club. En fait, il sait très bien. Il connaît les enjeux. Bien sûr. Mais les gens qui vont émettre des commentaires ne sont pas conscients de tout ça. Ils ne Mm. savent pas que
le joueur, il va tirer avec un poids qui est énorme, Énorme. Mm. Ouais. qui est vraiment énorme. Mais les gens ne s'en rendent pas compte. Mais ça fait aussi partie, je dirais, du métier. Ouais, De c'est pouvoir vrai. justement composer avec ce genre de commentaires qui Bah, parfois émanent de gens qui connaissent strictement. ouais, après, si tu n'arrives pas tu n'arrives pas à ce niveau-là, si tu ne sais pas composer avec, je pense Exactement. que à partir du moment où tu arrives à un certain niveau, c'est que tu as eu l'habitude. Si tu arrives à un niveau comme Cristiano Ronaldo, c'est que tu as l'habitude. Enfin, tu es prêt à ce qu'on te siffle Mm. et puis mettre un doublé après, justement. Tu vois, Ah, bien sûr. c'est une mentalité de champion, ouais. Et C'est même vrai. le fait que tu parles de Ronaldo, moi souvent, je me dis, je me dis que si Ronaldo et Messi ont été critiqués Mm. à la moindre contre-performance, je me dis que tout le monde peut être critiqué. Ouais. Mm. Et je pense que même moi, ça veut dire que si on me critique sur quelque chose et que je pourrais peut-être le prendre mal, je me dis, mais les deux monstres là-bas, on les critique à longueur de journée, malgré Ouais. ce qu'ils ont fait sur je sais pas combien d'années. Donc, moi, je suis qui pour qu'on ne me critique pas? C'est aussi une manière de relativiser et ça peut aussi aider à accepter des choses. Mhm. Mm. Ça t'arrive de lire les commentaires? Non. Non, Ça, par contre, je sais qu'il y a des joueurs qui disent qu'ils ne le font pas, mais qu'ils le font. j'en ai vu. Moi, par contre, en fait, moi, je pars du principe que si dans la victoire, tu profites de ce qui l'accompagne, alors dans la défaite, tu subiras aussi Ouais. ce que la défaite t'apportera. Mhm. Donc, c'est-à-dire que moi, c'est-à-dire que même vraiment dans mes moments forts, je vais pas aller lire les commentaires. Mm. Même si je sais que peut-être les commentaires seront tous Élogieux et tout. positifs, Ouais. etc. Je vais pas le faire. Mais vraiment, je vais jamais le faire. Et ça me permet aussi que quand ça va pas, ben, je vais pas le faire non plus. Mm. Mais si je le fais dans la victoire, je vais pas me dire, ah oui, mais dans la défaite, je vais pas le faire. Ouais. Ouais. Parce que c'est pas possible. En fait, je suis réaliste. Je sais que si je le fais dans la victoire, je le ferai dans la défaite. Même Donc je le peut-être fais pas tout plus. court. Mm. Ouais. Ouais. Tu parlais tu parlais des matchs à enjeu, Mm. les enjeux de certains matchs, etc. À quel point, et je vous pose la question à tous les deux, hein, à quel point c'est différent de vivre un match relax, qui n'est pas un derby, qui n'est pas un match pour un titre, qui n'est pas un match pour éviter la relégation, et bah, vivre un de ces matchs-là, justement. Je te laisse Bah, répondre. je dirais que la pression qui est ressentie avant un gros match, c'est quelque chose qui te permet pour moi, qui te permet de mieux te préparer. C'est quelque chose qui te permet d'arriver, ce petit sentiment d'inconfort, en fait, c'est quelque chose, je pense, qui est nécessaire pour que tu puisses donner le meilleur de toi-même. En fait, c'est dans ces matchs-là où tu étais un peu dans le dur avant le match, peut-être par le stress, par la préoccupation, etc. C'est une fois que tu réussis à sortir d'un tel match avec un bon niveau de jeu, en fait, le plaisir, il est beaucoup plus fort que justement un match sans enjeu où tu es venu, et même si tu as fait un gros match, en fait, le plaisir, il n'est pas le même. Mm. En fait, tu te sens vraiment, je dirais que en tant que footballeur, tu te sens vraiment vivre dans des matchs en jeu, en fait. C'est drôle parce qu'on en parlait il y a 2 semaines. Mm. On était parti à un mariage et on était ensemble. Et je lui disais, ben, peut-être c'est notre mentalité entre guillemets Mm. bruxelloise qui fait que on va peut-être prendre plus au sérieux les matchs qui sont difficiles que les matchs faciles. On aura une motivation différente. Et en fait, on se disait que moi, par exemple, à l'époque, quand j'ai joué, à l'époque, c'était il y a 2 3 ans même pas, j'ai joué contre le Real Madrid Castilla. Il y avait Kubo qui était sur le terrain. Et dans le vestiaire, ça parlait de Kubo, ah, on va jouer contre Kubo, etc. Et moi, dans mon ego, j'étais piqué parce que je me suis dit, mais votre Kubo, il n'a par exemple jamais joué la Ligue des Champions. Mm. Et je me suis dit, est-ce que lui va me faire peur? Et au final, je me suis dit, et j'avais pas dit à mes frères, je vois comme ça, je dis, ouais, je vais terminer homme du match. Et on fait le match et je mets 2 assists, je termine homme du match, effectivement, tu vois. Et c'est des trucs comme ça, on se disait que c'est aussi des trucs qui nous poussent parce qu'on se dit, je veux le dire en termes vraiment bruxellois, Zarma, moi, je serais moins fort que lui, tu vois, sur le terrain. Genre, moi, vraiment, est-ce que il va me dépasser alors que je connais mes qualités? Et ça nous pousse. Malheureusement, c'est aussi à double tranchant. Parce qu'il y a des matchs où, quand on sait que c'est facile, on peut prendre ça à la légère.
Et on peut se dire, en vrai, voilà, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont regarder, y a pas, on va pas me remettre en doute. On a besoin d'être remis en doute aussi pour performer. Moi, j'avais besoin de ça, en tout cas. J'aimais bien qu'on me dise avant le match, ouais, mais tu sais, lui, il y a moyen que, ou on joue contre l'Atlético, on parlait beaucoup de Joao Félix. Et quand j'étais en contrat contre lui, même si c'est pas un défenseur, j'étais obligé de lui envoyer un double contact parce que je me suis dit, il faut que je montre que j'ai au moins les mêmes qualités que lui, tu vois. Et c'est comme ça, en tout cas, moi, ça m'aide et c'est des trucs qu'on adore. Quand tu sors d'un match comme ça, tu te dis, je suis quelqu'un, tu vois. Mhm. C'est ça qui... Je voulais parler du fait d'être capitaine, Mm. parce que tu l'as dit, Andy, et tu me l'avais dit aussi que, en règle générale, tu as été capitaine dans toutes les équipes où tu as été. Euh, Déjà, pourquoi tu penses que ça a été le cas? Et selon toi, c'est quoi le rôle d'un capitaine? Pourquoi je l'ai été? Je pense que c'est quelqu'un qui... c'est quelque chose qui peut s'expliquer par, je pense, par ma personnalité. C'est-à-dire que je pense que je suis pas quelqu'un qui est éparpillé. Et en même temps, sur le terrain, je suis pas ce joueur vraiment très introverti. Et je pense que c'est vraiment l'alliance des deux qui peut-être peut donner l'envie à un coach de me confier ce rôle-là. Et pour en venir sur le rôle, je dirais que ça dépend vraiment des personnes. C'est-à-dire qu'il y a des capitaines qui sont là vraiment pour donner l'exemple. En fait, c'est parce qu'ils donnent l'exemple qu'ils sont capitaines. C'est-à-dire, c'est pas, ça va pas être des gens qui vont tout le temps parler. Ils vont même rarement parler, mais c'est vraiment que sur le terrain, ils vont toujours donner cet élan nécessaire à l'équipe, en fait, à se battre et à vraiment donner le 100% sur le terrain. Il y a des capitaines qui vont plus être là dans la motivation, mais plus au niveau de la parole. Et il y a des capitaines, c'est plus vraiment par la prestance et par le charisme. Et toi, tu te situes où là-dedans? Moi, moi, je suis quelqu'un, je préfère pas beaucoup parler. C'est-à-dire que s'il faut parler, je parle. J'ai pas peur de parler ou je suis pas vraiment mal à l'aise avec le fait de parler, mais je préfère pas le faire. C'est vraiment, je dirais que je suis plus cette personne qui est sur le terrain. Peut-être que je vais donner envie aux autres d'y aller, franchement. Il a été ton capitaine pendant quelques années, peut-être. Toi, comment tu vivais son leadership et enfin, tu en as déjà parlé un petit peu tout à l'heure, mais qu'est-ce que ça a apporté d'avoir un capitaine comme lui? En fait, comme il dit, il était. En fait, je sais plus si c'était capitaine, vice-capitaine, Mm, mais en fait, ça n'a même pas d'importance. Mhm, Parce que enfin, tu parlais pas beaucoup, hein. mm, C'est pas quelqu'un qui va faire le discours avant, mais c'est vraiment dans le comportement. Tu vois, dans le langage corporel. C'était vraiment. En fait, comment je le représente, c'est comme quand tu vas. Comme quand les gladiateurs à l'époque allaient à la guerre et tu avais toujours le soldat sur lequel tu pouvais te fier, tu vois. Et qui avait pas peur d'être devant pour mener l'armée, tu vois. Et c'était vraiment comme ça. C'est vraiment. Voilà, il va pas parler, mais tu sais que si lui, il est sur le terrain, dans chaque duel, tu sais que s'il a perdu, tu sais au moins qu'il a tout donné, tu vois. Et ça, mhm. je pense que c'était le plus important pour gagner des matchs, parce que ça joue dans le détail. Et en fait, ça commence à l'entraînement. Et tu vois, tu te souviens quand on faisait les petits matchs et que quand on perdait, tu rentrais au vestiaire, tu parlais plus parce qu'on avait perdu les petits matchs. En fait, ça peut paraître un peu enfantin, mais c'est toute une mentalité d'avoir ça. C'est de se dire que même à l'entraînement, je peux pas perdre. Et si je perds, je suis pas content. Et si je perds encore à cause de moi, ben, je vais peut-être rester sur le terrain plus longtemps, ou je vais, la prochaine fois, je vais tout faire pour mettre 5 goals, même à l'entraînement. Et c'est comme ça que ça comptait, et on a pu vivre ça et prendre exemple. Mhm. C'est tout. Tu as eu dans ton parcours, donc après Anderlecht, je fais un grand pont jusqu'à aujourd'hui, mais quitter Anderlecht parce que, voilà, comme tu m'avais dit, après le nombre de blessures que tu as eues, etc., tu as senti peut-être que c'était plus, allez, ils avaient plus autant envie que tu restes que ça. Tu pars en Italie en Division 2, beaucoup de prêts. Tu reviens après quelques années en Belgique, à Virton. Le club a des problèmes judiciaires. Tu termines sans club pendant un an. Et ensuite, bon, ça, c'est sur l'espace de peut-être 5 6 voire plus d'années. mm. Euh, Tu finis sans club pendant un an et ensuite tu reviens à la Louvière, donc qui est en Division 4 à ce moment-là. Euh, Pendant toute cette période, avec cet enchaînement de hauts et de bas, euh,
toi qui as justement passé toutes tes classes dans le plus grand club de Belgique, avec les ambitions que ça implique, euh, qu'est-ce que tu te dis dans ces moments-là? Parce que tu as parlé d'un petit peu abandonner ton objectif. Euh, Qu'est-ce que tu te dis dans ces moments-là par rapport à ta position, à ta capacité ou ta possibilité d'atteindre ce rêve? En fait, pour être honnête, moi, vers 20 ans, 20 à 21 ans, où j'étais encore en Italie, en série B, en fait, je fais un constat tout simple. C'est qu'en général, les joueurs qui atteignent un certain niveau que moi, je voulais atteindre, en général, à 19, 20 ans, ils sont déjà sur le chemin. Et moi, à 20 ans, j'étais pas sur ce chemin-là. Et ça veut dire que j'étais, à ce moment-là, je savais que je pouvais bien vivre du foot, mais qu'au final, une fois que je terminerai ma carrière, je devrais travailler, mais directement, ou presque directement. Et donc, ça veut dire que moi, dès ce moment-là, en fait, j'ai l'idée de peut-être reprendre des études et peut-être mettre le foot de côté. Après, je le fais pas, mais c'est une idée qui était dans ma tête et c'était pas, elle occupait pas une place vraiment toute petite. Elle était quand même bien présente. J'étais conscient en fait des choses. Et ensuite, donc à Virton, ensuite, il y a eu cette bataille judiciaire entre Virton et la fédération. Moi, j'avais encore un an de contrat. Donc, ça veut dire que, en fait, c'était le cas de plusieurs joueurs hein, qui étaient encore sous contrat, mais qui, eux, ont rompu leur contrat et ont signé dans d'autres équipes. Sauf qu'ils s'exposaient, en fait, à une attaque judiciaire de la part du président de Virton de l'époque. Et moi, je voulais pas prendre ce risque-là. Et donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé pendant un an au chômage technique. Et après, en fait, pour moi, ça a été le bon moment aussi pour faire le saut dans les études. Donc, je me suis inscrit pour suivre des cours à l'université. Et ensuite, je me suis dit que c'était le moment de, justement, de sortir tout doucement du milieu du football. Et c'est comme ça que donc, je me retrouve à la Louvière. Donc, quand j'arrive à la Louvière, en fait, j'ai pas ce truc-là de revenir dans le monde professionnel. J'y vais bah, parce que je suis conscient aussi que je ne peux pas sortir du football du jour au lendemain. Donc, ça veut dire que je vais aller dans un niveau plus bas où je vais quand même pouvoir peut-être payer mon loyer, les factures, etc. Mais tout en me permettant d'avoir assez de temps à consacrer à mes études. Cette acceptation, ou plutôt cette réalisation, j'aime pas envie de dire réalisation parce qu'on va dire que c'est un constat que tu as fait, Mm. l'âge que tu avais et l'âge que, bah, en général, les gens qui explosent ont, enfin, le niveau que ces personnes-là ont à cet âge-là, la conclusion que tu en fais, est-ce que c'est facile à faire comme réflexion avec toutes les ambitions que tu as eues avant? Bah, c'est pas vraiment évident, mais en fait, la vérité, ça reste la vérité. C'est-à-dire que comme des anciens me l'avaient déjà dit depuis petit, tu peux mentir aux gens, mais tu peux pas te mentir à toi-même. C'est-à-dire que je pouvais pas me mentir. Dire que oui, mais non, peut-être qu'il y a une chance. Alors oui, j'avais quand même, par exemple, un exemple comme Drogba en tête, qui a percé vraiment sur le tard. Je l'avais, mais j'étais conscient que Drogba, c'était un joueur sur je sais pas combien de millions. Donc j'étais conscient aussi de tout ça. Et donc le constat, en fait, le constat en lui-même, il n'était pas agréable, mais il n'était pas difficile à faire. Et ça, c'est lié à ta personnalité où allez, on va dire que tu as l'air de quelqu'un d'assez pragmatique. Ah, voilà, c'est ça. A plus A, 1 plus 1 égale 2 et on passe à autre chose, quoi. Ah, c'est ça. C'est vraiment lié, je dirais, à ma personnalité où les choses, elles sont telles qu'elles sont. Il faut pas essayer de les embellir quand il n'y a pas lieu. Et du coup, là, maintenant, donc tu signes en Division 4 à la Louvière et il y a cette progression graduelle qui fait que ben, aujourd'hui, le club se retrouve en Division 2, donc le niveau professionnel. Et tu parlais tout à l'heure donc que bah, certaines ambitions étaient revenues du coup Mm. avec ce nouvel objectif de retoucher au monde professionnel. Euh, Parle-nous un petit peu de ça, du fait que ben voilà, allez, on va dire qu'il y a une lueur qui se remanifeste
et qui te fait te remettre, je vais pas dire en selle parce que tu l'as toujours été, mais psychologiquement qui te positionne différemment? Bah, déjà, donc, quand j'arrive, donc fatalement, je sortais d'une année blanche. Et donc, il y avait déjà, malgré le niveau, malgré le fait que je n'étais plus dans cet objectif vraiment de monde professionnel, mais je tenais quand même à avoir un bon niveau et à me prouver que malgré les 1 an, je pouvais quand même prester à un bon niveau. Et j'étais aussi conscient que la tâche n'était pas aisée, parce que souvent, descendre de catégorie, pour les gens qui n'ont pas joué au football, pour eux, c'est facile. Mais en réalité, c'est difficile. Et Qu'est-ce donc, qui est difficile là-dedans? bah, parce que j'en parlais à l'époque avec un de mes coéquipiers, Boris. En fait, les codes ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire, le code du football professionnel et le code du football amateur ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que tu peux te retrouver dans des situations dans lesquelles tu ne te retrouverais jamais à un niveau professionnel. Parce qu'il y a une rigueur tactique, qui fait qu'il y a des joueurs qui ne vont pas se retrouver dans certaines zones, qui vont faire des courses de telle manière et pas d'une autre. Mais au niveau amateur, par exemple, il y a pas ça. Les joueurs, ils peuvent courir, entre guillemets, de manière aléatoire. euh, et c'est des choses qui peuvent t'empêcher de prester, en fait, tout simplement. Sans parler aussi de la motivation, du fait que le niveau ne soit pas le même et que le rythme de jeu n'est pas le même, la qualité, etc. Là, je Mais parle de ta motivation à toi? moi, personnellement, je n'avais pas ça parce que j'étais dans un truc personnel où il fallait quand même que je preste. C'est-à-dire que j'étais conscient de la difficulté de l'enjeu et il fallait que malgré ça, en fait, il fallait que ça ne soit pas une excuse. Il fallait que j'arrive quand même à prester, à faire de bons matchs malgré tout ça, en fait. Donc, c'est vraiment le fait d'avoir tes objectifs personnels Mm. qui te motivaient plutôt que le fait de dire. Enfin, allez, c'est ça qui t'a drivé, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. C'est ça. C'est vraiment ce truc de me prouver à moi-même malgré ça, que voilà, que moi je pouvais quand même bien jouer. Mhm. Et donc ensuite, donc on est en division 4 en fait, on tire Anderlecht en coupe. Et donc, bon match. Je vais pas dire un gros match parce que l'affiche n'était pas vraiment égale. Mais le stade était rempli. Il y avait, en fait, j'avais retrouvé cette atmosphère-là du monde professionnel, en tout cas cette atmosphère-là dans laquelle on aspire à jouer quand on est professionnel, en fait. Et après, bon, on perd le match largement, hein, 7-1. Mais en fait, par rapport à ma prestation et par rapport au retour que j'ai eu sur ma prestation, euh, là, je me dis, en fait, je sors du match en me disant, OK, en fait, moi, mon objectif, c'était de montrer que je suis là, mais je suis là un peu par choix. C'est-à-dire que moi, j'arrive dans le match, j'entame le match avec cette mentalité-là. C'est-à-dire que, OK, ils sont en D1, on est en D4, mais je vais quand même montrer que j'ai le niveau, tu vois, Mhm. sans vraiment vouloir y arriver de nouveau, mais j'ai quand même le niveau. En fait, c'était vraiment un truc personnel, on va dire de l'orgueil. Et donc, à la suite du match, je reçois quand même pas mal d'avis, de commentaires qui me demandent, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis là? Pourquoi je vais pas jouer plus haut, etc. Et ensuite, il y a la personne avec qui j'avais commencé à travailler à ce moment, Jason, qui me dit, on va dire de manière un peu plus solennelle, qu'il faudrait penser à revenir. Il faudrait en faire un objectif. Et, j'y pense un peu. Et à ce moment-là, je décide que, OK, je vais retenter le coup Après ce match-là. après ce match. Et du coup, ton club fait bah, le parcours qu'on connaît depuis ces quelques dernières années. Et aujourd'hui, ben, vous avez réussi à atteindre ce niveau professionnel qui est la division 2 en Belgique. Comment tu vis cette victoire, ce retour-là? Comment tu le vis? Après, comme j'ai dit, c'est un objectif. Pour moi, je suis arrivé à la porte de l'objectif. Parce que l'objectif,
C'est pas d'arriver en D1 et de rien, en D1B et de ne rien faire. C'est d'arriver, de prester. Donc pour l'instant, personnellement, je suis à la porte. Maintenant, il faut que j'aille au bout de l'objectif. Mais sinon, je suis pas vraiment je ne peux pas exulter en fait. C'est-à-dire que là, c'était une étape nécessaire à mon objectif. Et l'étape a été atteinte, c'est bien. Mais maintenant, il faut aller au bout. C'est quoi, du coup, les objectifs que tu te fixes pour, disons, rien que la saison prochaine? Franchement, c'est de montrer que je peux être un bon joueur à ce niveau-là. Je dirais que c'est vraiment ça. Après, je vais pas te donner d'objectifs chiffrés ou autres, mais c'est vraiment, en gros, c'est vraiment de montrer que je peux être un bon joueur de cette catégorie. Ah, cette conversation, je trouve qu'elle est passionnante. En fait, ça me rappelle, parce que tu parlais d'orgueil il y a quelques instants, et justement, je parlais avec une athlète qu'on accompagne, et on était en train de mettre en place ses objectifs pour moyen, court, long terme. Et donc, elle s'est fixé un objectif, et elle est revenue dessus en disant, ah, non, mais ça, c'est un peu de l'orgueil. Parce que là, au stade où j'en suis, être top 3 belge, c'est pas encore, tu vois. Et je lui dis, en fait, t'as besoin de ça. Mm. Parce que tu peux pas rester à un niveau et te dire, bah, je suis que bonne pour ce niveau-là. Pour justement te projeter vers un niveau supérieur, voire le top niveau national, tu es obligé d'avoir cet orgueil, comment on appelle ça, cette fierté de te dire, ouais, je peux atteindre vraiment un niveau beaucoup plus important. Et je voulais te demander, est-ce que ça vient de revanche que tu veux reprendre par rapport à certains échecs que tu as vécu, ou t'as toujours eu cet orgueil de te dire, je peux atteindre le top niveau et je peux prester au-delà de mes limites, entre guillemets? Bah, je dirais que c'est un orgueil qui est, entre guillemets, naturel. Mais après, comme on l'avait dit tout à l'heure, ça résulte aussi de l'environnement dans lequel on grandit. Ouais. C'est-à-dire qu'on est des Bruxellois, on est aussi connus pour avoir ce genre de Ouais, mentalité-là, ouais. en fait. Et voilà, ça veut dire que. En tout cas, moi, je te rejoins totalement dans le sens où l'orgueil, c'est quelque chose qui est nécessaire pour atteindre un certain niveau. Mhm. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui va te tomber dessus. Ouais. C'est pas possible. À un certain niveau, à un certain moment, il a fallu que tu aies un peu d'orgueil. Alors, souvent, quand ça réussit, on va pas appeler ça de l'orgueil, on va appeler ça autrement, avec des noms un peu plus clinquants. Ouais, Et quand ça ne réussit pas, justement, là, on va parler d'orgueil, ouais, mais c'est de vrai. fierté mal placée, etc. Mais au final, il faut être réaliste. C'est quelque chose de nécessaire Ouais, pour atteindre un certain niveau. c'est clair. D'ailleurs, tu m'as dit, sur Instagram, on parlait, et tu m'as dit, il fallait bien que je redevienne professionnel avant de m'arrêter. Ouais, c'est ça. Mm. C'est fort. Et je trouvais ça très, très fort parce que, en fait, moi, j'allais te poser une question justement par rapport à ça. À quel point le football et ce que tu as traversé pour arriver là où tu es maintenant t'a changé en tant qu'homme, t'a fait évoluer en tant qu'être humain. Maintenant, tu es papa, donc à quel point ça t'a fait devenir l'homme que tu es aujourd'hui? Bah, je dirais déjà, on l'avait évoqué précédemment, mais à Anderlecht, il y avait une certaine pression Mm. de résultats, de, de prestations. Et donc, je pense que une fois que tu arrives à gérer ce genre de pression-là, c'est quelque chose qui te sert dans la vie. Mm. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui t'aide au quotidien à gérer les choses et à ne pas justement subir les événements. Et je pense que, et de toute façon, en réalité, on a joué au football depuis qu'on est tout petit. Ouais, C'est-à-dire qu'on se le dise ou pas, c'est quelque chose qui nous a façonné. ouais. On a fait plus de football que toute autre chose dans notre Mm. vie. Et donc, c'est forcément quelque chose qui a une part importante en nous. Et d'ailleurs, certains, on a vu que justement, ça a eu une influence sur eux, mais de manière Négatif. négative. Ouais. Hmm. Et Dans quel sens? par exemple, pour donner des exemples, il y a des gens qui n'étaient pas de Bruxelles, qui venaient jouer à Anderlecht, et ils venaient avec une attitude, avec une personnalité, et après s'être acclimatés à Bruxelles, ils changeaient, Ah ouais, je mais vois. pas en bien, Ouais, je vois ce que Mm. tu veux dire. par exemple.
Et ça veut dire, par exemple, justement, ça rejoint le fait que le football a une influence sur nous en tant qu'être humain. Parce que ça a eu une influence sur eux, pas sur leur jeu souvent, mais plus sur leur personnalité Ouais. vraiment, qu'ils vont porter avec eux en dehors du terrain. Mm. Mm. Ouais. Et la dernière fois, on parlait des rêves. Tiens, je te disais que on s'était rendu compte qu'en fait, nos rêves, ils n'étaient pas tous faits pour être réalisés. Et que ça nous avait poussé à, même en les poursuivant, même en sachant qu'on n'allait pas y arriver, à devenir les hommes qu'on est aujourd'hui et que des fois, les rêves, c'est à ça que ça sert. On te met des rêves dans la tête où nous, on est croyants, donc Dieu nous permet d'avoir des rêves justement pour passer par des épreuves qui vont nous forger et nous faire devenir les personnes qu'on devrait être pour subvenir aux besoins de nos familles ou juste être des modèles, entre guillemets. Ouais, bien sûr, totalement. Et comme tu as dit, on en parlait, on était tous les deux d'accord sur ce sujet-là. C'est quelque chose qui parfois est nécessaire. Mm. C'est peut-être parce qu'on a rêvé de grandeur, qu'on n'a pas pu y arriver, mais on a quand même fait ce qu'on pouvait pour y arriver. On n'y est Mm. pas arrivé, mais ça nous a quand même forgé. Ouais. C'est-à-dire que ça nous a apporté des choses qu'aujourd'hui, que peut-être, voire certainement, on n'aurait pas eu si on n'avait pas eu ces rêves-là et si on ne s'était pas battu justement pour les atteindre. C'est quelque chose de clair. Après, c'est sûr que, justement, aussi pour rejoindre le côté mental dans le sport, avoir une foi aussi, je pense que c'est quelque chose Mm. qui aide. Et Ouais. moi, personnellement, c'est quelque chose qui m'a aidé. Quand je parle du fait que j'étais dans cette recherche de discipline et de m'améliorer, ça venait aussi en partie de La fin. ouais, de la fin. Super, ben écoute, moi je pense que c'est une conversation qui a tenu toutes ses promesses. Hein. T'avais promis qu'on allait vraiment être inspiré. Je pense que c'est le cas de toutes les personnes dans cette pièce. Ben merci beaucoup Momo pour cette conversation. Est-ce que tu as un dernier conseil à laisser à des personnes qui nous écoutent, qui sont elles aussi dans une quête d'atteindre des objectifs, que ce soit dans le sport ou dans d'autres domaines de la vie? Moi, je dirais que il faut travailler à la hauteur de son rêve. C'est-à-dire que si on rêve grand, il faut travailler, mais grandement. Et, euh, et je pense qu'il ne faut pas se laisser enfermer aujourd'hui, surtout par les réseaux sociaux, par justement cette envie d'avoir euh, tout ce qui va avec son rêve, mais sans y mettre les ingrédients nécessaires. Par exemple, je sais pas, j'ai le petit qui voudrait avoir le patrimoine de Ronaldo, mais qui n'est pas prêt à accepter la dédication que Ronaldo a mis pour en arriver là. Mhm. Donc, je pense que il faut être conscient des étapes et surtout, en fait, le travail paye. Il faut travailler pour arriver à un certain niveau. Alors certes, le travail ne paye pas pour tout le monde de la même manière, mais en tout cas, sans J'adore. travail, on n'a aucune chance d'y arriver. J'adore parce que si tu m'as suivi, c'est un tweet que j'ai mis Ouais, récemment. ouais, Le travail ne paye pas de la même manière. Ah oui, On ne sait pas comment il va payer, mais il va payer. c'est ça, exactement. Et il faut être conscient de ça. c'est ça. Mais si t'as pas travaillé, t'as assurément aucune chance d'y arriver. Mhm. Et il n'y a qu'en travaillant que tu peux te donner une certaine chance d'y arriver. Travailler à la hauteur de son rêve. Exactement. Je note et c'est quelque chose que moi-même je vais appliquer à ma vie. Merci beaucoup Momo Merci. pour cette conversation. Merci à vous, j'ai passé un bon moment. Super, super. Bah, merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés, en espérant que cette conversation vous a inspiré autant que ça l'a fait pour nous. Merci Joël, merci Andy. Merci à vous. Merci. Merci Momo. Et à très bientôt. Et pour tous ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, bah, au prochain podcast. Au revoir. Au revoir.